Je m'appelle Samuel Knight. À 33 ans, je n'ai rien à mon nom, si ce n'est des mains calleuses, un petit appartement délabré en bordure d'une ville industrielle et un rêve qui n'a pas encore pris forme. Ouvrir mon propre garage de réparation automobile. Chaque jour, je me réveille à 5 heures du matin au son strident de mon réveil. Je me traîne hors d'un vieux lit qui grince et j'entame une longue journée remplie de l'odeur d'huile de moteur et du cliquetis du métal. Je travaille au garage au Mali, un grand atelier de réparation automobile en périphérie de la ville. Le propriétaire, Monsieur Ali, est un homme respectable, mais avare. Il me paie assez pour m'en sortir, mais pas assez pour me rapprocher de mon rêve. Mon travail consiste à réparer des voitures. Tout, des berlines cabossées au pic UPS rugissant conduits par des travailleurs. J'aime le travail, honnêtement. Il y a quelque chose de réconfortant à démonter une machine, à trouver le problème et à la faire fonctionner comme neuve. C'est simple, clair, contrairement à la vie à l'extérieur où tout est désordonné et où les réponses ne sont jamais certaines. Ma vie est simple, presque ennuyeuse, mais je ne me plains pas. Mon appartement est au 3e étage d'un vieil immeuble aux murs jaunes tachés et à l'escalier qui craque à chaque pas. C'est petit, juste assez pour un célibataire comme moi. Un lit simple, une table en bois rayée et un coin cuisine toujours imprégné de l'odeur de graisse de mes repas simples. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Un mécanicien comme moi n'a pas le temps pour des rêves somptueux. Chaque mois, après avoir payé le loyer, les charges et acheté quelques provisions, je glisse quelques dollars dans une boîte en fer sous mon lit. C'est mon fond de rêve, construit sou par sou au cours de journées de sueur dans le garage. Je ne suis pas très doué pour socialiser. Les gars de l'atelier se moquent de moi, me traitant de « muet comme une carpe », mais je l'ignore avec un sourire. Je n'ai pas besoin d'une foule d'amis, pas besoin de fête ou de beuverie le week-end. Après le travail, je rentre chez moi, j'ouvre une bière fraîche, je m'assois près de la fenêtre donnant sur la rue bruyante et je pense à mon propre garage. Je l'imagine avec une petite salle d'attente pour les clients, avec des fauteuils en cuir et un ventilateur de plafond tournant au-dessus. Peut-être que j'accrocherai une enseigne en bois avec mon nom gravé dessus, et chaque matin, j'ouvrirai les portes du garage, regardant la lumière du soleil se déverser sur les voitures en attente de réparation. Ce rêve, bien que lointain, est ce qui me fait avancer chaque jour. Mais la vie, comme nous le savons tous, n'est jamais simple. J'ai un frère cadet, Oliver, de 4 ans mon cadet. C'est une histoire complètement différente. Si je suis silencieux et travailleur, Oliver vit comme si demain n'existait pas enfant, il était le fauteur de troubles, cherchant toujours l'attention. De l'école buissonnière aux bagarres dans la cour de récréation. J'étais le contraire, le bon élève, faisant assidûment mes devoirs et aidant maman à nettoyer la maison, bien qu'elle ne m'ait jamais félicité pour cela. En grandissant, Oliver a pris un chemin différent. Il est devenu agent immobilier, un travail qui semble glamour, mais qui est tout sauf stable. Oliver a un don pour la parole, une langue bien pendue qui pourrait convaincre n'importe qui d'acheter une maison délabrée à un prix exorbitant. Mais il manque de discipline. Tout l'argent qu'il gagne, il le dépense aussi vite en fêtes, en vêtements chers et en voyages somptueux dont je n'ai jamais compris le but. J'ai essayé de lui conseiller d'économiser, mais Oliver riait, me tapait sur l'épaule et disait « Sam, pourquoi t'inquiéter ? La vie est courte. Il faut en profiter. » Puis Oliver s'est marié. Elle s'appelait Abigail, une danseuse dans un bar. Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, à leur mariage. Abigail était belle, avec des cheveux dorés et un sourire radieux, mais ses yeux trahissaient une agitation, comme si elle fuyait quelque chose. Je ne l'ai pas jugée, mais je savais que leur mariage ne serait pas facile. Oliver et Abigail vivaient comme deux tempêtes qui s'entrechoquent, bruyantes, chaotiques et peu disposées à céder. Ils se disputaient constamment, et très vite, j'ai entendu dire qu'Abigail s'était empêtrée dans l'alcool, la drogue et le jeu. Oliver n'était pas beaucoup mieux. Il a commencé à emprunter de l'argent, contractant des dettes que je savais qu'il ne rembourserait jamais. J'ai essayé de garder mes distances. Je ne voulais pas être entraîné dans le désordre d'Oliver. Mais il y a 3 ans, tout s'est effondré. Abigail est morte subitement. Un accident de voiture, ont-ils dit, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles c'était lié à la drogue. Elle a laissé derrière elle 2 jeunes enfants. Harry, un garçon de 4 ans aux grands yeux curieux, et Summer, une fillette d'1 an, minuscule comme un chaton. Je ne les avais rencontrés qu'aux funérailles d'Abigail. Ce jour-là, Harry se tenait silencieusement, serrant la main d'Oliver, tandis que Summer était dans les bras d'un parent éloigné, pleurant inconsolablement.
Je pensais qu'Oliver changerait après la mort de sa femme. J'espérais qu'il se ressaisirait, qu'il deviendrait un bon père pour ses 2 enfants. Mais je me suis trompé. Oliver a sombré plus que jamais. Il buvait comme s'il essayait de noyer le monde, et ses dettes s'accumulaient comme une montagne. J'ai appelé, envoyé des SMS, essayé de le sortir de l'abîme, mais Oliver a juste craqué. Laisse-moi tranquille, samedi. Je peux gérer ça. Je savais qu'il ne le pouvait pas, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. J'avais ma propre vie, mes propres rêves, et je ne pouvais pas porter le poids du monde sur mes épaules. Nos parents, qui auraient dû être notre soutien, ne se sont jamais souciés de nous. Ils vivent dans une petite ville à quelques heures de la ville. Mais la distance entre nous n'est pas seulement géographique. C'est le genre de personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Quand j'étais enfant, ils prenaient rarement de mes nouvelles. Ils sont rarement venus à mes matchs de football ou ne m'ont pas vu obtenir mon diplôme. Ils étaient encore plus froids avec Oliver. Quand Abigail est morte, j'ai appelé maman, espérant qu'elle viendrait aider Oliver avec les enfants. Mais elle a juste soupiré au téléphone. Tu sais que je suis occupé, samedi Oliver a fait son propre gâchis. Qu'il le nettoie. Papa a été plus direct. Ne me mêle pas des problèmes de ce garçon. Je n'étais pas surpris, mais ça faisait quand même mal. J'avais un jour espéré que notre famille serait différente, comme dans les films, où les gens s'embrassent, partagent les fardeaux et traversent les moments difficiles ensemble. Mais ma famille n'était pas comme ça. Nous n'étions que des gens qui vivaient sous le même toit, puis qui suivaient des chemins séparés, sans jamais se retourner. Les jours qui ont suivi les funérailles d'Abigail, Oliver était comme une ombre erratique. Certaines nuits, il m'appelait à minuit, la voix étranglée par les larmes, divagant sur Abigail et les jours heureux qu'ils avaient partagés. Mais quelques heures plus tard, j'apprenais qu'il était ivre dans un bar, se disputant avec des créanciers, ou pire, disparaissant pendant une semaine sans laisser de traces. J'ai essayé de le contacter pour le sortir de l'abîme, mais chaque fois que j'appelais, il ne répondait pas ou répondait par des refus secs. Sam, laisse-moi tranquille. Je vais bien. Je savais qu'il fuyait, non seulement ses créanciers, mais aussi ses responsabilités envers ses 2 enfants. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas par où commencer. Je n'étais qu'un mécanicien, habitué à réparer des machines, pas à recoller les morceaux brisés d'une famille. Puis, un soir tard, tout a changé. Je venais de rentrer du travail, les mains encore tachées d'huile de moteur, si épuisé que je ne voulais rien de plus que m'effondrer sur mon lit et dormir. Il était près de 22 heures et la ville à l'extérieur de ma fenêtre était baignée de la faible lueur jaune des lampadaires. La sonnette a retenti, un son aigu coupant le silence de mon appartement. J'ai froncé les sourcils. Personne ne me rendait visite à cette heure. Je me suis traîné jusqu'à la porte, les déverrouillé, et mon cœur s'est arrêté. Oliver se tenait là, le visage émacié, les yeux injectés de sang, sa chemise froissée empestant l'alcool. Il tenait Summer, la fillette d'1 an, endormie sur son épaule, ses cheveux blonds tombant en désordre sur son petit visage. À côté de lui se trouvait Harry, le garçon de 4 ans, s'accrochant à la jambe de son père, ses grands yeux remplis de peur alors qu'il me regardait comme si j'étais un étranger. Il ressemblait à des réfugiés perdus dans cette ville industrielle froide. « Sam » a dit Oliver, sa voix presque suppliante. « Peux-tu m'aider ? J'ai un projet en dehors de la ville, juste quelques jours. Peux-tu garder les enfants pour moi ? » Je l'ai regardé, puis les enfants. Summer a bougé dans ses bras, et Harry a agrippé l'ourlet de la chemise de son père, ses petites mains tremblantes. Je voulais poser une douzaine de questions. Quel projet ? Où ? Pourquoi maintenant ? Mais en regardant dans les yeux troubles d'Oliver, je savais qu'il mentait. Je savais que ce projet n'était qu'une excuse, un moyen pour lui d'échapper au désordre qu'il avait créé. Mais j'ai aussi vu Harry et Summer, 2 enfants innocents pris dans le collimateur de l'abandon. Je ne pouvais pas leur tourner le dos. D'accord, me suis-je entendu dire, la voix sèche. Fais-les entrer. Oliver a poussé un soupir de soulagement, comme s'il se débarrassait d'un lourd fardeau. Il m'a tendu Summer, la petite fille légère comme un oiseau. Harry a suivi, silencieux, ses yeux ne me quittant jamais. Je les ai conduits dans mon petit appartement, un endroit à peine assez grand pour une personne. Oliver a posé un vieux sac en tissu par terre, contenant quelques vêtements d'enfants et des couches. Je reviens bientôt, Sam, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction, comme s'il ne croyait pas ses propres mots.
Juste quelques jours, je te le promets. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Cette nuit-là, mon petit appartement s'est transformé en champ de bataille. Summer s'est réveillée à minuit, hurlant, ses pleurs déchirant le silence. Je la tenais maladroitement, la berçant doucement, essayant de me souvenir comment maman nous apaisait quand nous étions enfants, mais ça n'a pas marché. Harry était recroquevillé sur le canapé, serrant un vieil ours en peluche, les yeux écarquillés en me regardant. « Tonton, où va mon papa ?» a-t-il demandé, sa voix minuscule, presque perdue. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste murmuré, « Va dormir, Harry. Ton papa reviendra bientôt. Tout ira bien. » Mais je ne croyais pas mes propres mots. J'ai préparé du lait en poudre pour Summer, mes mains tremblant alors que je renversais de la poudre sur la table. J'ai nettoyé le sol, changé les couches et essayé de la rendormir. Mon esprit était en proie aux questions. Que allais-je faire de ces enfants? Que savais-je de la garde d'enfants? Et surtout, Oliver reviendrait-il? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de chaos. Chaque matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude, essayant de préparer le petit déjeuner pour Harry. Des sandwichs au beurre de cacahuètes, la seule chose que je savais faire, et je préparais du lait en poudre pour Summer. Je déposais Harry à la garderie voisine, payant un supplément pour qu'il prenne un enfant non inscrit. Summer allait dans une autre garderie où l'enseignante m'a jeté un regard apitoyé en voyant mes mains tachées d'huile. Ensuite, je me précipitais au garage, travaillant comme une machine, essayant de ne pas penser aux 2 enfants qui m'attendaient à la maison. J'ai appelé Oliver tous les jours, mais son téléphone était toujours hors service. J'ai envoyé des SMS, laissé des messages vocaux, j'ai même essayé de le joindre sur les réseaux sociaux, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Une semaine a passé, puis 2. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la porte, espérant contre tout espoir l'impossible. Que Oliver entrerait, me mettrait une main sur l'épaule et dirait « Je suis de retour. Merci pour tout ce que tu as fait pour les enfants. » Mais il n'y avait rien d'autre que le sifflement du vent à travers ma vieille fenêtre. La 3e semaine, j'ai commencé à comprendre. Oliver ne reviendrait pas. Sa promesse de « quelques jours » n'était qu'une excuse pour s'enfuir, me laissant ses 2 enfants, un fardeau que je n'étais jamais préparé à porter. Mon petit appartement, autrefois un havre de paix, était maintenant rempli de pleurs, de rires et de soucis sans nom. J'ai pensé à mon rêve d'ouvrir un garage, à l'argent économisé dans la boîte en fer sous mon lit. J'ai pensé aux jours de liberté où je n'avais qu'à m'inquiéter de moi-même. Et puis j'ai regardé les enfants, leurs visages innocents dépendant de moi, même si je n'étais pas sûr d'en avoir la force. Mon cœur était lourd, mais une chaleur s'y glissait aussi. Je n'avais pas choisi cette voie, mais elle m'avait choisi. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas tourner le dos. Les jours passèrent et je vivais avec un faible espoir qu'Oliver reviendrait. Chaque matin, lorsque la sonnette retentissait, généralement le facteur ou un voisin empruntant quelque chose, mon cœur s'emballait, pensant que ce pourrait être mon frère, entrant avec un sourire penaud et des excuses. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je le saisissais, espérant entendre la voix d'Oliver, disant qu'il avait terminé son projet et qu'il était prêt à reprendre ses enfants. Mais il n'y avait rien. Juste des factures, des spams et un silence froid de l'autre côté. Je l'appelais tous les jours, laissant de longs messages vocaux. « Oliver, où es-tu? Les enfants ont besoin de toi. Rappelle-moi. » Mais ces mots étaient comme des pierres jetées dans un vide, sans écho. J'ai essayé de contacter nos parents, espérant qu'ils pourraient m'aider à retrouver Oliver ou au moins partager une partie du fardeau de s'occuper des enfants. J'ai appelé maman, la voix tremblante, lui parlant de la disparition d'Oliver, des 2 enfants et de la façon dont je me débrouillais seul. Mais elle a juste soupiré au téléphone, sa voix plate comme si elle lisait un vieux journal. « Samuel, tu t'es attiré ces ennuis, alors débrouille-toi. Je suis vieille. Comment puis-je aider? » Papa a été encore plus direct. « C'est le problème d'Oliver. Ne me mêle pas à ça. » J'ai raccroché, serrant le téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je n'étais pas surpris, mais leur froideur me piquait encore la poitrine. Je me suis demandé, existe-t-il une famille où les gens se tournent le dos comme ça? Dans mon petit appartement, j'ai commencé à apprendre à être un père sans personne pour me guider. Chaque matin, je me réveillais tôt, préparant maladroitement le lait en poudre pour Summer, les mains encore tachées d'huile de moteur du quart de travail de la veille. Je lisais les instructions sur la boîte de lait en poudre,
mesurant chaque cuillère avec soin comme si j'assemblais un moteur de voiture. Une fois, j'ai renversé du lait sur la table, et à ce moment-là, j'ai voulu crier de frustration. Mais Summer m'a regardé, ses grands yeux ronds remplis d'une confiance innocente, et je me suis dit que je devais essayer. Harry était différent. Le garçon de 4 ans était plus silencieux que je ne l'aurais cru, mais chacune de ses questions était comme une énigme sans solution. Chaque soir, alors que je préparais un vieux matelas par terre pour qu'il dorme, Harry demandait « Où est papa ? Quand est-ce qu'il revient ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je m'asseyais simplement à côté de lui ébouriffais les cheveux et disais des choses insignifiantes comme « Ton papa est très occupé, mais il reviendra bientôt. » Mais chaque fois que je le disais, j'avais l'impression de le trahir. Je savais qu'Oliver ne reviendrait pas, mais je n'avais pas le courage de dire la vérité. Au fil des jours, mon petit appartement est devenu un nouveau monde rempli de sons auxquels je n'étais pas habitué. Les pleurs de Summer au milieu de la nuit, le bruit des petits pieds d'Harry courant sur le plancher en bois. Les murmures du garçon alors qu'il jouait avec de vieux jouets que j'avais récupérés dans le tas de rebuts de l'immeuble. J'ai acheté un petit berceau pour Summer, le plaçant à côté de mon lit, et chaque nuit je me réveillais juste pour vérifier si elle respirait régulièrement. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Peut-être parce que j'avais peur. Peur de faire quelque chose de mal et de perdre ses enfants. J'allais toujours travailler au garage, mais chaque jour était une course contre la montre. Je partais à l'aube, déposais Harry à la garderie, Summer à une autre, puis je me précipitais à l'atelier. Là, je me plongeais dans les machines, essayant de me concentrer, mais mon esprit était toujours avec les enfants. Est-ce qu'Harry se faisait taquiner pour ses vieux vêtements? Est-ce que Summer pleurait quand je n'étais pas là? Je travaillais plus vite, essayant de finir plus tôt pour les retrouver, mais parfois je voulais juste m'asseoir dans un coin du garage, me tenir la tête et tout laisser tomber. Un mois a passé, puis 2. Oliver est resté un fantôme. J'ai vérifié son numéro de téléphone, j'ai parcouru les réseaux sociaux, j'ai même demandé à de vieilles connaissances de son quartier difficile. Personne ne savait où il était. L'un a dit qu'il avait quitté la ville. Un autre a dit qu'il se cachait de ses créanciers. Je ne savais pas ce qui était vrai, mais je savais une chose. Oliver avait abandonné ses enfants, et ce fardeau reposait maintenant sur mes épaules. Un soir, j'étais assis par terre, adossé au mur, regardant Harry et Summer. Harry gribouillait sur un bout de papier, ses traits désordonnés mais concentrés. Summer était allongé dans son berceau, ses petites mains agrippant le bord de sa couverture, babillant des sons absurdes. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Je pouvais les emmener dans un orphelinat, un endroit qui, selon l'enseignante de la garderie, prendrait bien soin des enfants sans famille. Cette pensée m'a fait frissonner. J'ai imaginé Harry et Summer dans une pièce étrange, parmi d'autres enfants, sans que personne ne sache ce qu'ils aimaient, ce dont ils avaient peur ou ce dont ils rêvaient. J'ai imaginé les yeux paniqués d'Harry, la façon dont Summer s'accrochait à moi chaque fois que je la tenais. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas les abandonner. Je ne pouvais pas les laisser se sentir de nouveau abandonnés. Je me suis levé, je suis allé vers Harry et je me suis assis à côté de lui. « Qu'est-ce que tu dessines ?» ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux, ses yeux s'illuminant légèrement. « Une voiture » a-t-il dit en montrant le contour gribouillé d'un véhicule. « Comme celle que tu répares. » J'ai souri, bien que mon cœur soit lourd. J'ai regardé Summer qui se tortillait dans son berceau, puis je suis revenu sur Harry. Ses jeunes visages si pleins de vie me suppliaient de ne pas lâcher prise. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai resserré ma prise sur ma chemise comme pour me stabiliser. À partir de maintenant, me suis-je murmuré, ce sont mes enfants. Même si je dois travailler jusqu'à l'os, même si je dois renoncer à mon rêve de garage, je les élèverai. Cette promesse n'était pas seulement pour Harry et Summer. C'était pour moi-même, un vœu que je ne serais pas comme Oliver, que je ne serais pas comme nos parents. Je serais celui qui resterait, peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Cette décision a tout changé. Je n'étais plus seulement Samuel Knight, le mécanicien avec un rêve de posséder un garage. J'étais Samuel, le père réticent de 2 enfants, et ma vie tournait maintenant autour d'eux. Je ne savais pas si je pouvais le faire bien, mais je savais que j'essaierais. Jour après jour, heure après heure, pour ces jeunes visages qui dépendaient de moi. Mon petit appartement, autrefois juste assez grand pour un célibataire, était maintenant encombré de choses inconnues. Des jouets en plastique coloré jonchaient le sol.
Quelques petites voitures à roues cassées que j'avais promis de réparer mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. Des vêtements d'enfants, les petits t-shirts d'Harry, les robes à fleurs de Summer, étaient suspendus de manière désordonnée à des crochets, mélangés à mes combinaisons de travail tachées d'huile. Les sons étaient également différents. Fini les nuits calmes où je m'asseyais seul avec une bière. Maintenant, il y avait les rires d'Harry, les pleurs de Summer réclamant du lait, et mes propres soupirs alors que j'essayais de naviguer dans cette nouvelle vie. J'ai rangé l'appartement, abandonnant mon vieux lit aux enfants. Harry et Summer dormaient ensemble dessus, recroquevillés sous une fine couverture, tandis que j'étalais un vieux matelas par terre à côté de la table en bois rayé. La première nuit par terre, mon dos me faisait mal, mais je n'osais pas me plaindre. Je regardais les enfants dormir, la lueur des lampadaires se glissant à travers les rideaux pour éclairer leurs visages. Et je me suis dit, je peux le faire. Tant qu'ils vont bien, je peux le faire. Les matins sont devenus une course. Je me réveillais à 5 heures, préparant maladroitement le petit déjeuner dans la cuisine, du pain avec du beurre, parfois un œuf au plat au bord brûlé parce que j'étais trop occupé à regarder l'horloge. Je réveillais Harry, l'aidais à enfiler son uniforme de garderie froissé, et je portais Summer, encore endormi, pour les déposer à la garderie et à l'école maternelle. Les rues du petit matin étaient froides, le brouillard s'accrochant à ma veste. Mais le regard curieux d'Harry sur les voitures qui passaient, ou la façon dont Summer agrippait mon doigt, me faisait oublier le froid. Mon salaire de mécanicien, autrefois suffisant pour une vie de célibataire frugal, me semblait maintenant étouffant et inadéquat. Les frais de garderie, le lait en poudre, les nouveaux vêtements pour les enfants. Tout était comme un puits sans fond avalant chaque dollar que je gagnais. J'ai ouvert la boîte en fer sous mon lit, regardant les économies que j'avais rassemblées pour mon rêve de garage. 3000 $, chaque centime gagné à la sueur de mon front et en heures supplémentaires, s'écoulait maintenant pour des nécessités. De nouvelles chaussures pour Harry, des médicaments contre la fièvre pour Summer, ou un manteau chaud à l'approche de l'hiver. Mon rêve de garage, l'enseigne brillante Knight Garage dans mon esprit, s'estompait comme une fantaisie luxueuse. De vieux amis appelaient encore, m'invitant à prendre une bière, à des matchs de baseball, ou juste à rattraper le temps perdu comme au bon vieux temps. Sam, quel genre de vie mènes-tu? Viens traîner et te détendre, disait-il en riant au téléphone. Je forçais un sourire, déclinant poliment. Je n'avais ni le temps ni l'énergie pour des rassemblements. Ma vie tournait maintenant autour de 3 points, le garage, l'école et le petit appartement. Chaque pas que je faisais me semblait lourd, comme si je traînais un monde entier derrière moi. La pression me semblait parfois sur le point de m'écraser. Une facture d'électricité en retard a entraîné un avertissement de coupure, et j'ai dû me démener pour rassembler l'argent. Une fois, les chaussures d'Harry se sont déchirées, mais je n'avais pas les moyens d'en acheter de nouvelles, et je l'ai vu essayer de marcher prudemment pour cacher la déchirure. Le pire a été une nuit où Summer a eu une forte fièvre. Son visage était rouge, sa respiration rapide. Je l'ai porté en courant jusqu'à l'hôpital le plus proche parce qu'un taxi était trop cher. Aux urgences, assis sur une chaise en plastique dur, tenant Summer dans mes bras, je me suis senti si impuissant que j'ai voulu pleurer. Pourtant, au milieu de ces journées harassantes, il y avait des moments qui me donnaient de la force. Un soir, j'ai vu Harry à la table de la cuisine, travaillant assidûment sur ses devoirs avec un crayon émoussé. Il se mordait la lèvre, concentré sur le dessin des chiffres, et quand il a levé les yeux et m'a vu, il m'a fait un petit sourire radieux. Summer était différente. Elle aimait chanter. Certains après-midi, pendant que je faisais la vaisselle, elle s'asseyait par terre en fredonnant des mélodies sans queue ni tête mais claires, comme le tintement d'une cloche. Sa voix, bien que jeune, semblait laver ma fatigue. Je les ai regardés et j'ai su que je ne pouvais pas abandonner. Je me suis lentement adapté à mon nouveau rôle. Je n'étais plus le célibataire vivant pour ses propres rêves. J'étais un père, maladroit mais déterminé, faisant tranquillement tout pour donner un foyer à 2 enfants. Puis, un soir, tout a basculé. J'étais assis par terre à bricoler l'une des petites voitures cassées d'Harry. Mes mains, encore rugueuses d'huile de moteur, serraient soigneusement une minuscule vis. Harry était assis à côté de moi, regardant, puis il a soudainement dit « Merci, papa ». Je me suis figé, ma main s'arrêtant en plein vol. Le mot « papa » a retenti doucement, mais a frappé mon cœur comme un coup de foudre. J'ai regardé Harry, voyant ses yeux, non plus le regard paniqué du premier jour, mais un regard de confiance, comme si j'étais devenu son monde entier. Je voulais le corriger, lui dire que je n'étais que son oncle, pas son père.
Mais j'ai alors vu son sourire timide et je n'ai pas pu m'y résoudre. Les larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai souri en hochant la tête. De rien, mon grand, ai-je dit, la voix rauque. À partir de ce jour, Harry et Summer ont commencé à m'appeler papa. Au début, je me sentais mal à l'aise, mais chaque fois qu'ils le disaient, je sentais l'amour et la confiance dans ces mots. Je les ai laissés m'appeler ainsi parce que je savais que pour eux, j'étais vraiment devenu leur père. Les soirées dans le vieil appartement sont devenues de chaleureux souvenirs. Nous nous réunissions autour de la table de la cuisine pour des dîners simples. Des sandwichs aux pâtes, parfois une assiette de frites que je préparais pour leur remonter le moral. Nous allumions la télévision pour regarder de vieux dessins animés, riant aux éclats lorsque le personnage principal faisait une chute. La voix claire de Summer résonnait souvent, et j'écoutais, le cœur plus léger. Peu importe à quel point j'étais épuisé, peu importe le nombre de jours où je pensais m'effondrer, les yeux innocents d'Harry et le sourire insouciant de Summer sont devenus ma bouée de sauvetage. J'ai réalisé qu'au milieu des difficultés, une nouvelle famille s'était formée. Elle n'était pas née du sang, mais des jours difficiles, des sacrifices et de la victoire sur les épreuves ensemble. Ce petit appartement délabré, bien qu'exigu, était devenu un foyer. Le mien, celui d'Harry et de Summer. Le temps passa en un clin d'œil. Harry avait maintenant 12 ans, un adolescent dégingandé, calme et intelligent. Il me ressemblait par sa nature réservée. Dans la manière patiente dont il affrontait les défis, comme s'il avait appris en me regardant lutter au cours de ses premières années. Summer, la petite fille que je tenais autrefois dans mes bras, avait maintenant 9 ans. Avec des cheveux blonds chatoyants et des yeux brillants comme la lumière du soleil, elle était un tourbillon, apportant toujours de la vie à notre petit appartement. Et son don le plus spécial était sa voix, comme si elle était née pour chanter des mélodies douces et émouvantes. Au début, je pensais que Summer chantait juste pour le plaisir. Chaque après-midi, pendant que je faisais la vaisselle dans le coin de la cuisine, elle s'asseyait près de la fenêtre en fredonnant des chansons improvisées, sa voix claire se mêlant au bruit de la circulation à l'extérieur. Certains jours, elle chantait en m'aidant à plier le linge, et je souriais simplement, pensant que c'était un caprice d'enfant. Mais ensuite, un spectacle scolaire a tout changé. Summer, dans une simple robe verte que j'avais achetée dans un magasin discount, est montée sur la petite scène de l'auditorium. Quand elle a commencé à chanter, la salle est devenue silencieuse. Sa voix s'est élevée comme un ruisseau coulant sur des rochers, à la fois puissante et douce. J'étais assis au dernier rang, agrippant le bord de ma chaise, le cœur battant. Quand la chanson s'est terminée, la salle a éclaté en applaudissements et mes yeux m'ont piqué de larmes. Non pas parce que je connaissais la musique, mais parce que j'ai vu l'étincelle dans les yeux de Summer alors qu'elle me regardait comme pour dire « Papa, je l'ai fait ». Le professeur de musique de Summer, Madame Harris, s'est approché de moi après la représentation. « Samuel, dit-elle, la voix débordante d'enthousiasme. Summer a un talent rare. Elle a besoin d'une formation vocale appropriée. Je connais un excellent programme en ville. » J'ai hoché la tête, la remerciant, mais mon cœur s'est serré. Des cours de chant. C'était un monde qui m'était étranger et, plus important encore, un coup que je n'étais pas sûr de pouvoir me permettre. Mais ce soir-là, quand Summer a couru pour me serrer dans ses bras, parlant de ce que ça faisait d'être sur scène et de son désir de chanter pour toujours, j'ai regardé dans ses yeux impatients et j'ai su que je ne pouvais pas dire non. J'avais économisé et épargné pendant des années pour élever ses enfants. Et maintenant, je le ferai à nouveau pour le rêve de Summer. Chaque semaine, après de longues journées au garage, j'emmenais Summer à ses cours de chant. Je restais dehors, regardant par la petite fenêtre, la voyant se tenir parmi d'autres enfants, pratiquant des notes aiguës sous la direction de l'enseignante. Certains jours, j'étais si épuisé que je voulais dormir sur place dans la chaise d'attente. Mais quand Summer sortait en courant, rayonnante et parlant d'une nouvelle chanson, ma fatigue fondait. La nuit, notre petit appartement résonnait de ses chants. Elle s'entraînait devant le miroir, sa voix résonnant comme par magie, transformant notre espace exigu et stressant en un lieu d'espoir. Puis une véritable opportunité s'est présentée. Un concours de chant pour enfants était organisé en ville, et Madame Harris m'a convaincu de laisser Summer y participer. J'étais nerveux, non pas parce que je doutais de son talent, mais parce que je craignais que les projecteurs ne la submergent. Mais quand elle s'est tenue sur scène dans une simple robe blanche, sa voix était comme un rayon de lumière. Elle a chanté une chanson sur une petite maison au bord de la rivière et le public s'est tu, puis a éclaté en applaudissements quand elle a eu fini. Summer a remporté la première place et moi,
debout dans le coin de l'auditorium, j'ai serré Harry fort dans mes bras, le cœur gonflé de fierté. À partir de là, les choses ont bougé rapidement. Le journal local a écrit sur le « Petit ange à la voix d'or ». Une chaîne de télévision a invité Summer à se produire dans une émission pour enfants. Les gens en ville ont commencé à la reconnaître, souriant en nous croisant. Summer était toujours ma petite fille, mais je savais qu'elle entrait dans un monde plus grand. Un monde que moi, un mécanicien, je ne comprenais pas entièrement. Un jour, un homme en costume élégant est apparu à la porte de notre appartement. Il s'est présenté comme un représentant d'une société de divertissement de la ville, disant qu'il voulait signer un contrat à long terme avec Summer. Elle a le potentiel d'être une star, a-t-il dit en me tendant une épaisse pile de documents. Nous la mettrons sur de grandes scènes, produirons des albums, même des performances internationales. Je tenais les papiers, l'esprit tourbillonnant. Je n'étais qu'un mécanicien, n'imaginant jamais des choses comme des contrats ou la célébrité. J'ai regardé Summer, voyant ses yeux s'illuminer chaque fois qu'elle parlait de musique, de son rêve de chanter pour le monde. J'ai pensé aux journées harassantes, aux nuits où je travaillais jusqu'à l'épuisement pour élever ses enfants. Si c'était le chemin de son bonheur, je me suis dit que je devais la soutenir. J'ai accepté de signer le contrat avec la société de divertissement. Par la suite, j'ai contacté un avocat, un vieil ami de Monsieur Ali, pour examiner les termes. Il m'a conseillé d'ouvrir un compte Cougan où 15% des revenus de Summer seraient bloqués jusqu'à ses 18 ans. Intouchable par quiconque, même ses parents biologiques. Pour protéger son avenir. J'ai hoché la tête et j'ai immédiatement ouvert le compte, m'assurant que si Oliver revenait un jour, il ne pourrait pas réclamer ses gains. Les premières performances de Summer ont rapporté des revenus inattendus, cachets, dont du public et une bourse d'études artistiques. C'était comme un rêve. J'ai utilisé une petite partie pour améliorer nos vies. Un nouveau lit pour Harry et Summer. Une réparation pour le vieux poêle à gaz et une nouvelle paire de chaussures pour Harry pour qu'il n'ait pas honte à l'école. Le reste, je l'ai économisé, en pensant à l'avenir des enfants. Notre petit appartement résonnait maintenant de musique, de rire et de nouveaux rêves. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir. Non pas pour mon rêve de garage, mais pour un avenir brillant pour Harry et Summer. Harry, maintenant adolescent, restait silencieux, mais se tenait toujours aux côtés de sa sœur. Il était fier de Summer, même si parfois je le surprenais à la regarder sur scène avec une pointe d'inquiétude. Je comprenais ce sentiment. J'étais fier de l'éclat de Summer, mais au fond de moi, j'avais peur. Son projecteur attirait l'attention de l'extérieur. Des étrangers avec de douces promesses et pire, des yeux avides. Je ne m'attendais pas à ce que parmi eux se trouve Oliver, leur père biologique, qui avait disparu pendant près d'une décennie, revenant maintenant tranquillement avec des calculs que je n'étais pas préparé à affronter. Un après-midi tardif, je suis sorti du garage, les mains encore lourdes de l'odeur d'huile de moteur, le dos endolori par une longue journée penchée sur des moteurs. Le soleil s'était couché, laissant le ciel de la ville industrielle d'un gris trouble, et tout ce que je voulais, c'était retourner à l'appartement, partager un simple dîner avec Harry et Summer, l'écouter parler de son cours de musique, ou rire avec Harry de l'école. Mais en tournant dans la rue menant à mon immeuble, je me suis figé. Une voiture élégante, du genre que je n'avais vu que dans les publicités, était garée devant. La portière s'est ouverte et un homme que je reconnaissais à peine est sorti. Oliver, mon frère. Après près d'une décennie sans un mot, il se tenait là, habillé comme un homme d'affaires prospère. Un costume bleu marine impeccable épousait sa silhouette, ses cheveux étaient plaqués en arrière, et ses chaussures en cuir brillaient sous les lampadaires. À côté de lui se tenait un homme en costume noir impeccable, tenant une mallette, son visage froid comme une statue. Je suis resté figé, l'esprit tourbillonnant. Oliver, l'homme qui avait abandonné ses enfants, que j'avais appelé, à qui j'avais envoyé des SMS et que j'avais cherché sans une seule réponse, se tenait maintenant devant moi comme s'il n'avait jamais disparu. Sam, a dit Oliver, sa voix douce mais tendue. Il s'est avancé, affichant un sourire que je savais faux. Frère, merci d'avoir pris soin des enfants pendant tout ce temps. Je suis de retour maintenant. Je veux les ramener à la maison. Ces mots m'ont frappé comme un couteau à la poitrine. Je suis resté abasourdi, le regardant dans les yeux, cherchant une trace du frère que j'avais connu autrefois. Mais son regard était froid, calculateur, comme un loup évaluant sa proie. J'ai jeté un coup d'œil à Harry et Summer, que je venais de récupérer de l'école, maintenant debout tout près.
Harry tenait la main de sa sœur, ses yeux vifs et méfiants, tandis que Summer se serrait contre moi, sa petite main agrippant ma chemise comme si elle avait peur d'être arrachée. Les ramener à la maison, ai-je répété, ma voix luttant pour rester calme alors que mon sang bouillait. Tu parles comme si tu n'étais parti que quelques jours. Oliver, où étais-tu pendant 8 ans? Quand Harry avait de la fièvre toute la nuit? Quand Summer pleurait pour du lait et que je ne savais pas quoi faire? Quand je me suis tué au travail pour les élever jour après jour? Où étais-tu? Réponds-moi. Oliver a évité mon regard, regardant ses chaussures cirées. Sam, n'en fais pas toute une histoire, dit-il froidement. Je suis stable maintenant. Je me suis remarié. Ma nouvelle femme peut s'occuper des enfants, surtout de Summer. Tu sais qu'elle a un talent musical. Je veux l'aider à grandir, à gérer sa carrière. Je suis resté sans voix. Chaque mot était comme une aiguille poignardant mon cœur. Oliver n'était pas revenu par amour paternel. Il était de retour pour les projecteurs de Summer, pour les articles louant le « petit ange à la voix d'or », pour les contrats lucratifs que la société de divertissement nous proposait. Il ne voyait pas Harry et Summer comme ses enfants, mais comme une opportunité, un moyen de gagner de l'argent pour compenser les années qu'il avait gaspillées dans l'alcool et les dettes. L'homme en costume s'est avancé, me tendant un épais dossier. « Monsieur Samuel Knight, dit-il, sa voix neutre comme s'il lisait un script. Voici une requête en garde déposée par M. Oliver Knight. Elle stipule que vous avez gardé les enfants illégalement, empêchant leur père biologique d'avoir des contacts. » J'ai pris le dossier, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de rage. Illégalement, ai-je grogné, fixant Oliver dans les yeux. Tu les as abandonnés, Oliver. Tu as laissé 2 enfants avec moi, pas un mot, pas un appel. Je les ai élevés, j'ai payé leurs frais de scolarité, je les ai tenus dans mes bras quand ils pleuraient pour toi. Et maintenant, tu oses dire que je les garde illégalement. Oliver n'a pas répondu. Il se tenait là, les yeux détournés, les mains dans les poches comme pour cacher son malaise. L'avocat est intervenu, sa voix toujours froide. Monsieur Knight, nous ne faisons que suivre la loi. Monsieur Oliver est leur père biologique, et il a des droits. Des droits, les yeux coupés, ma voix plus forte que je ne l'aurais voulu. Quel droit a-t-il quand il n'a jamais rempli les responsabilités d'un père? Que sait-il d'Harry, de Summer? Sait-il ce qu'ils aiment, ce dont ils ont peur, ce dont ils rêvent? L'air à l'extérieur de l'immeuble est devenu tendu comme une corde sur le point de se rompre. Harry, debout à côté de moi, s'est soudainement avancé, petit mais résolu, protégeant Summer comme un protecteur. Je ne vais pas avec lui, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Je reste avec papa. Summer, les yeux remplis de larmes, s'est rapproché de moi, sa petite main agrippant plus fort. Je ne veux pas y aller, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je veux rester avec papa. Entendre les enfants m'appeler papa m'a serré la poitrine. J'ai agrippé leurs épaules, les rapprochant de moi comme pour les protéger du monde. Oliver a regardé, le sourire forcé s'effaçant de son visage. Sam, dit-il, sa voix baissant, presque suppliante. Ne rends pas les choses difficiles. Ce sont mes enfants. Tu n'es que leur oncle. Seulement leur oncle, ai-je répété, ma voix tremblant de colère et de douleur. Je suis avec eux depuis 8 ans. Je suis resté éveillé la nuit quand ils étaient malades, je les ai emmenés à l'école, j'ai essuyé leurs larmes quand tu leur manquais. Et toi? Tu n'es qu'un nom sur leurs actes de naissance. L'avocat s'est raclé la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Monsieur Samuel, nous pouvons résoudre cela au tribunal, mais je vous conseille de coopérer. Monsieur Oliver a des droits légaux. Arrêtez. J'ai interrompu, fixant Oliver. Tu veux traîner ces enfants au tribunal? Tu veux les faire choisir entre toi et moi après tout ce que tu as fait? Oliver n'a pas répondu. Il a regardé Harry et Summer, mais ses yeux ne contenaient aucun amour, seulement du calcul. Je savais qu'il n'était pas revenu pour être un père. Il est venu pour la voix de Summer, pour l'argent que son talent rapportait. Les retrouvailles dont j'avais un jour rêvé, à l'époque où j'espérais qu'Oliver reviendrait à la raison, s'étaient transformées en une confrontation enflammée devant mon appartement délabré. J'ai resserré ma prise sur Harry et Summer, sentant leur chaleur. Tu veux les prendre, Oliver, dis-je, la voix lente mais résolue. Tu devras d'abord me passer sur le corps. Je me battrai jusqu'au bout pour les garder. Oliver a croisé mon regard,
ses yeux vacillants, mais il n'a rien dit de plus. L'avocat a tiré sur son bras, lui chuchotant quelque chose, et ils sont retournés vers la voiture élégante. Alors que la portière claquait et que le moteur rugissait, s'estompant dans l'obscurité, je suis resté là, tenant les enfants fermement, le cœur lourd, mais résolu. Oliver n'abandonnerait pas facilement, et je savais que cette bataille n'était pas terminée. Les jours qui ont suivi ont été d'une tension suffocante. Les documents juridiques que l'avocat d'Oliver m'avait remis étaient posés sur la table de la cuisine, lourds comme une pierre me pressant la poitrine. Je les ai ouverts, lisant les mots froids. Samuel Knight a gardé illégalement les enfants, empêchant leur père biologique d'y avoir accès. Chaque mot était comme un couteau tranchant les années de sacrifice que j'avais données. J'étais dévasté, non pas parce que je craignais de perdre le procès, mais à l'idée que je pourrais perdre Harry et Summer, les deux enfants qui étaient devenus mon monde entier. Un soir, après avoir déposé les enfants à la maison, je me suis rendu au garage, le seul endroit où je pouvais réfléchir clairement. Je me suis assis dans un coin de l'atelier, sous les lumières fluorescentes froides, mes mains rugueuses tremblant en tenant les documents. Je savais qu'Oliver ne méritait pas d'être un père. Il les avait abandonnés sans se retourner. Mais la loi ne se souciait pas des nuits où j'essuyais les larmes d'Harry ou portais Summer à l'hôpital. La loi voyait Oliver comme leur père biologique, et cela, aux yeux du tribunal, lui donnait un avantage que je n'avais pas. Si je ne me préparais pas, si je ne rassemblais pas de preuves, je pourrais tout perdre. J'ai commencé à agir, bien que mes mains tremblent encore et que mon esprit soit en désordre. J'ai fouillé dans mon vieux téléphone, trouvant des messages datant d'il y a 8 ans, lorsque j'avais essayé de contacter Oliver après qu'il ait laissé les enfants. Mes textos désespérés étaient toujours là, sans réponse. Oliver, où es-tu? Rappelle-moi, s'il te plaît. Harry te réclame. J'ai sauvegardé chaque message, chaque email, chaque preuve montrant qu'il avait disparu de la vie de ses enfants. J'ai frappé à la porte de Monsieur Henry, le veuf du dessous, qui était toujours assis près de sa fenêtre à regarder la rue. Il savait tout ce qui se passait dans le quartier. Quand je lui ai parlé d'Oliver, il a hoché la tête, les yeux se plissant. Je n'ai jamais revu ce type, Samuel, a-t-il dit, la voix rauque. Tu es le seul que j'ai vu aller chercher et déposer ses enfants jour après jour. Si tu as besoin de moi, je témoignerai pour toi. Ces paroles étaient comme un rayon de lumière dans une tempête, et je les remerciais, bien que mon cœur soit resté lourd. Je suis allé à l'ancienne école maternelle d'Harry et Summer, rencontrant leur enseignante. Madame Miller, la propriétaire de la garderie, m'a regardé avec sympathie. Samuel, vous êtes le seul à avoir déposé Summer, payé ses frais, assisté aux réunions de parents, a-t-elle dit, acceptant d'écrire une lettre de confirmation. Les enseignants actuels des enfants ont fait de même, racontant comment j'arrivais en retard aux réunions de parents à cause d'heures supplémentaires, mais que j'étais toujours là, écoutant toujours chaque mot sur Harry. Ces lettres, bien que de simples morceaux de papier, étaient pour moi comme des briques construisant une fondation d'espoir. Mais malgré les preuves, une peur me rongeait. Harry et Summer voulaient-ils vraiment rester avec moi? Au fond de moi, j'avais peur qu'ils gardent encore un petit coin de leur cœur pour Oliver. Je craignais que malgré tout l'amour que je leur avais donné, ils puissent choisir de partir. Cette pensée me tenait éveillé la nuit, allongé sur mon vieux matelas, fixant le plafond taché, me demandant si je pouvais faire face à leurs réponses. Un soir, alors que nous étions tous les trois assis autour de la table de la cuisine, mangeant un simple dîner de pâtes à la sauce tomate, j'ai décidé que je devais demander. Je ne pouvais plus vivre dans cette peur. J'ai posé mon assiette, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Harry et Summer. Harry, Summer, ai-je commencé, la voix tremblante. Nous devons parler. Harry a levé les yeux, ses yeux calmes, mais méfiants. Summer a arrêté de mâcher, me regardant avec curiosité. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. L'homme de l'autre jour? C'est votre vrai père, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Il veut que vous alliez vivre avec lui. Je ne sais pas, voulez-vous y aller? Je respecterai votre décision. L'air semblait se figer. Mon cœur battait la chamade comme si le monde entier attendait leur réponse. Harry m'a regardé, les yeux vifs. Plus ceux du garçon de 4 ans qui demandait « Où est papa, tonton ?» Il a posé sa fourchette, sa voix lente mais résolue. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici. Cet homme n'est pas mon père. Je ne veux pas vivre avec lui.
Ces paroles étaient comme une brise chaude faisant fondre le froid dans mon cœur. Je me suis tourné vers Summer, voyant ses yeux se remplir de larmes. Elle a repoussé sa chaise, a couru vers moi et a enroulé ses petits bras autour de moi très fort. « Je ne vais nulle part », a-t-elle dit, la voix étranglée, sa joue pressée contre ma poitrine. Papa est mon papa. Depuis le début, il n'y a que papa. Je ne veux pas te quitter. J'étais sans voix, la gorge serrée. J'ai enroulé mes bras autour d'Harry et de Summer, les serrant contre moi, sentant la chaleur de leur petit corps. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, je savais que l'amour que nous avions construit à travers les journées harassantes, les repas simples, les moments où je leur tenais la main dans l'épreuve était plus fort que le sang. Oliver était peut-être leur père biologique, mais j'étais leur vrai père. Je les ai tenus fermement, chuchotant, « Papa vous promet. Quoi qu'il arrive, je me battrai jusqu'au bout pour vous garder. » Cette promesse n'était pas seulement un engagement envers Harry et Summer. C'était un vœu envers moi-même. Je ne laisserai pas Oliver ou qui que ce soit d'autre m'enlever la famille que j'avais mise tout mon cœur à construire. Quelques semaines plus tard, je me trouvais au tribunal de la famille, au cœur de la ville industrielle. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je portais mon vieux costume, le seul que je possédais, ses épaules usées et légèrement serrées, mais je me tenais droit, tenant les mains d'Harry et de Summer. Harry avait l'air sérieux dans la chemise impeccable que j'avais repassée la veille au soir, tandis que Summer, dans une simple robe blanche, ses grands yeux ont regardé autour d'elle avec une pointe de nervosité. À côté de moi se trouvait Monsieur Carter, un avocat recommandé par Monsieur Ali. C'était un homme bon, à la voix chaude et stable. Et bien que je ne puisse pas me permettre beaucoup, il avait promis de faire de son mieux pour moi. La salle d'audience était froide, l'air épais de l'odeur de vieux bois et de paperasse. Nous nous sommes assis au premier rang, face à Oliver de l'autre côté de l'allée. Il était assis là, impeccablement vêtu d'un élégant costume noir, les cheveux plaqués en arrière comme une star de cinéma. À côté de lui se trouvait une jeune et belle femme aux cheveux bruns ondulés et aux lèvres rouges vifs. Elle lui tenait la main, regardant Harry et Summer, mais pas avec la chaleur d'une mère. Son regard était celui de quelqu'un qui voit un investissement, une chance de profiter de la voix de Summer. J'ai resserré ma prise sur la main d'Harry, essayant de réprimer la colère qui montait en moi. L'audience a commencé. L'avocat d'Oliver, un homme nommé Grayson, s'est levé, sa voix douce comme de l'huile. « Votre honneur » a-t-il commencé. Monsieur Oliver Knight est le père biologique d'Harry et de Summer Knight. Il a traversé des épreuves personnelles mais est maintenant stable, avec une nouvelle famille et les moyens d'offrir à ses enfants une vie meilleure. Pendant ce temps, Monsieur Samuel Knight a gardé les enfants sans tutelle légale, empêchant leur père biologique d'y avoir accès. Chaque mot était comme un coup de marteau. J'ai voulu me lever, crier qu'Oliver les avait abandonnés, qu'il ne s'en était pas soucié pendant 8 ans. Mais Monsieur Carter a posé une main sur mon épaule, chuchotant, « Reste calme, Samuel. Notre tour viendra. » J'ai hoché la tête, bien que mon sang bouillonne. Monsieur Carter s'est levé, sa voix calme mais vive. « Votre honneur, Monsieur Samuel Knight n'a pas seulement pris soin d'Harry et de Summer au cours des 8 dernières années, il a été leur véritable père. Il a tout sacrifié, son temps, son énergie, ses rêves personnels pour élever les enfants que leur père biologique, Monsieur Oliver Knight, a abandonnés sans explication. Nous avons des preuves prouvant que Monsieur Oliver n'a eu aucun contact ni n'a apporté de soutien pendant cette période. J'ai été appelé à la barre. Debout devant le juge, sous le regard de la salle d'audience, ma gorge était sèche. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Ma voix était rauque mais stable. Il y a 8 ans, mon frère Oliver a laissé Harry et Summer à ma porte, en disant qu'il serait parti quelques jours. Il n'est jamais revenu. Je les ai élevés, je les ai emmenés à l'école, j'ai payé leurs frais avec mon salaire de mécanicien. Je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin. Je ne suis pas leur père biologique, mais j'ai tout fait pour leur donner un foyer. J'ai regardé Harry et Summer, voyant leurs yeux fixés sur moi, et j'ai su que je devais continuer. Je ne suis pas parfait, mais je les aime. Ce sont mes enfants. La salle d'audience est tombée dans le silence. Je suis retourné à ma place, les mains tremblantes, mais le cœur plus léger. J'avais dit la vérité, et c'était tout ce que j'avais. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Summer a levé la main, demandant à parler. Le juge, un homme plus âgé,
à l'expression sévère mais pas méchante, a hoché la tête. Summer s'est avancé, ses petites mains agrippant l'ourlet de sa robe, sa voix tremblante mais claire. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester avec papa Samuel. Je chante parce que ça me rend heureuse. Parce que je veux rendre papa fier. Elle a regardé Oliver, les yeux remplis de larmes, mais résolue. Cet homme n'est pas mon papa. Papa Samuel est mon papa, celui qui a toujours été là depuis que je suis petite. La salle s'est tue comme si tout le monde retenait son souffle. J'ai senti des larmes chaudes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées. Harry a demandé à parler ensuite. Il se tenait droit et stable pour son âge, la voix calme. Je ne me souviens de rien du père nommé Oliver. Je ne connais que papa Samuel, celui qui m'a élevé. Il m'a appris, m'a protégé. Je veux rester avec papa. Leurs paroles étaient comme un vent puissant balayant les arguments d'Oliver. J'ai vu Oliver bouger mal à l'aise sur son siège, les yeux vacillants. Soudain, il s'est levé en criant « Ce sont mes enfants. J'ai le droit de les élever. Samuel n'est qu'un mécanicien. Comment peut-il leur donner un bon avenir? J'ai de l'argent, des relations. Je peux emmener Summer au sommet. » Le juge a frappé son marteau, la voix sévère. Ordre. Il s'est tourné vers Oliver, son regard perçant. Monsieur Knight, où étiez-vous au cours des 8 dernières années? Avez-vous des preuves montrant que vous avez tenté de contacter ou de soutenir vos enfants? Oliver s'est tu, la sueur perlant sur son front. Il a balbutié, cherchant une réponse, mais n'avait rien d'autre que des évasions. Sa nouvelle femme, assise à côté de lui, a détourné le regard, comme pour se distancier de son échec. Monsieur Carter s'est levé, présentant les preuves que j'avais minutieusement rassemblées. Votre honneur, voici des relevés bancaires montrant que Monsieur Samuel Knight a couvert toutes les dépenses d'Harry et de Summer pendant 8 ans. Des frais de scolarité aux vêtements en passant par les médicaments. Voici des lettres de voisins et d'enseignants confirmant que Monsieur Oliver Knight n'est jamais apparu ni n'a contacté les enfants. Pendant ce temps, Monsieur Samuel a assisté à chaque réunion de parents, les a récupérés tous les jours et a construit un véritable foyer pour eux. La salle d'audience crépitait de tension. Tous les yeux se sont tournés vers le juge. Il a feuilleté les documents, les sourcils froncés, puis a levé les yeux, sa voix sévère mais claire. Le tribunal prendra une décision après avoir examiné l'intérêt supérieur des enfants. Cette audience est ajournée. J'ai tenu les mains d'Harry et de Summer en sortant de la salle d'audience, le cœur lourd, mais plus effrayé. Les paroles des enfants, les preuves que j'avais apportées et l'amour que nous avions construit étaient comme un feu me réchauffant à travers la tempête. Je ne savais pas quel serait le verdict, mais je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais. Et quand Summer a levé les yeux, me souriant, et Carrie m'a serré la main, j'ai senti que j'avais déjà gagné, peu importe ce que le tribunal dirait. Les jours d'attente du verdict s'étirèrent comme un siècle. Je continuais d'emmener Harry et Summer à l'école, de travailler au garage et d'écouter Summer chanter dans notre petit appartement chaque soir. Mais chaque nuit, après que les enfants se soient endormis, je m'asseyais par terre, fixant les documents juridiques. Mon cœur était inquiet. Je ne pouvais pas imaginer la vie sans Harry et Summer. Ce n'étaient pas seulement des enfants que j'avais élevés. C'était ma famille. La raison pour laquelle je me levais chaque matin, le feu qui me faisait avancer même quand je voulais m'effondrer. Puis le jour du verdict est arrivé. Je me tenais devant le palais de justice, toujours dans mon vieux costume aux épaules usées, tenant les mains d'Harry et de Summer. La salle d'audience était plus bondée aujourd'hui, l'air tendu comme une corde sur le point de se rompre. Oliver était assis en face de nous, toujours impeccable dans son élégant costume noir, mais ses yeux manquaient de la confiance qu'ils avaient autrefois. Sa nouvelle femme était assise à côté de lui, ses lèvres rouges fortement pincées, son regard froid. Le juge, Monsieur Harrison, est entré, le visage sévère mais pas dur. Il a feuilleté les documents, a inspecté la salle et a parlé d'une voix profonde et résonnante. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, a-t-il commencé. Le tribunal statue comme suit. La tutelle légale d'Harry et de Summer Knight est accordée à Monsieur Samuel Knight. Je suis resté figé comme si je ne pouvais pas croire mes oreilles. Le marteau a frappé, mais je n'ai rien entendu d'autre que ces mots résonnant dans mon esprit. Le juge a poursuivi, sa voix lente mais claire. L'intérêt supérieur des enfants ne réside pas dans les liens du sang sur le papier, mais là où ils sont vraiment aimés, soignés et protégés. Monsieur Samuel Knight s'est avéré être le véritable père de ses enfants,
non seulement par ses actions, mais par son amour et son sacrifice inébranlable au cours des 8 dernières années. Je me suis retourné pour regarder Oliver. Il était pâle, la tête baissée, les mains crispées sur la table. Sa nouvelle femme s'est levée brusquement, ses talons au claquant bruyamment alors qu'elle se dépêchait de sortir de la salle d'audience comme si elle était pressée d'échapper à son échec. Tous les calculs d'Oliver, ses rêves d'argent et de gloire grâce à la voix de Summer se sont effondrés à ce moment-là. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une tristesse silencieuse. J'avais un jour espéré qu'il changerait, qu'il deviendrait le père qu'Harry et Summer méritaient, mais maintenant je savais que cela n'arriverait jamais. Je me suis retourné et avant que je ne puisse le réaliser, Harry et Summer ont couru vers moi, se jetant dans mes bras. Summer sanglotait, son petit visage pressé contre ma poitrine, tandis qu'Harry, essayant de rester calme, s'est étouffé. Nous sommes une famille pour toujours, n'est-ce pas, papa, a chuchoté Summer, ses yeux remplis de larmes scintillant de confiance. Harry a hoché la tête, me serrant la main, et j'ai senti mon cœur prêt à éclater. Je suis tombé à genoux sur le sol de la salle d'audience, les serrant tous les deux dans une étreinte serrée. Des larmes ont coulé sur mon visage. Je ne pleurais pas parce que j'avais gagné le procès, mais parce que je pouvais tenir ma promesse de protéger Harry et Summer de toute ma vie. Nous sommes restés là, tous les trois, au milieu des regards des avocats, des greffiers et des étrangers. Mais pour moi, seuls nous existions, ma famille. De retour dans notre petit appartement ce soir-là, j'ai commandé une pizza, un luxe rare que je m'autorisais rarement. Nous nous sommes assis par terre, entourés de jouets éparpillés et de vêtements d'enfants. La radio jouait une vieille chanson et Summer fredonnait, sa voix s'élevant dans la pièce. Harry, habituellement silencieux, racontait avec enthousiasme un match de football à l'école, ses yeux s'illuminant en décrivant son but. J'étais assis là à les regarder, et pour la première fois depuis des mois, notre appartement délabré semblait plus chaleureux que jamais. Ce n'était pas seulement un abri. C'était notre foyer, où nous avions traversé les jours les plus difficiles ensemble. J'ai regardé Summer, ses cheveux blonds brillant sous la lumière alors qu'elle chantait. J'ai regardé Harry rire en racontant son histoire. Plus le garçon effrayé qui se tenait à ma porte il y a 8 ans. Et j'ai réalisé que le talent, l'argent, les contrats, tout pouvait aller et venir. Mais l'amour et la responsabilité, c'est ce qui soutenait une famille. C'est ce qui nous faisait. Quand Summer a fini de chanter, elle a couru vers moi, jetant ses bras autour de moi. « Papa, je chanterai beaucoup pour te rendre fier », a-t-elle dit, son sourire radieux. Je lui ai ébouriffé les cheveux en souriant. « Vous m'avez déjà rendu fier », ai-je dit, la voix rauque. « Vous deux. » À ce moment-là, j'ai compris que la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de savoir qui est prêt à tout sacrifier pour vous. L'amour durable et la responsabilité triomphent de la cupidité et de l'abandon. Et un vrai père n'est pas forcément celui qui vous a mis au monde, mais celui qui reste, vous tient la main et vous accompagne à travers les tempêtes de la vie. C'est ce que j'avais fait, et je continuerai à le faire pour Harry, pour Summer et pour le petit foyer que nous appelions le nôtre.